Je suis Benjamin Aubry, architecte HMONP, et donc je travaille à la l'AUC en tant que chef de projet sur le projet urbain Lyon-Part-Dieu, et parallèlement je suis président de la structure qui s'appelle RAD, donc qui signifie Research for Architectural Domain, et qui est une structure aujourd'hui franco-japonaise qui monte des projets d'architecture et de recherche dans le domaine de l'architecture et de la ville. Peut-être que ce que je vais présenter, je vais pas forcément présenter la UC, hein. Je vais présenter RAD. Donc je montais cette structure, c'est une structure donc ce que je disais tout à l'heure, de recherche, mais surtout en fait de recherche, disons, proactive. Je suis donc président de cette association, qui est donc un statut d'association en France, qui est une galerie au Japon, une sorte de galerie laboratoire. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on monte des projets. Donc avec aujourd'hui, donc on a surtout monté un projet pour le moment à RAD Paris, avec RAD au Japon, qui est un projet donc entre Paris et Tokyo, enfin entre la France et le Japon, qui a invité 6 architectes français et 6 architectes japonais à réfléchir ensemble en même temps quelles étaient leurs positions communes, mais aussi quels sont les enjeux communs entre Paris et Tokyo en particulier, dans l'idée que la ville aujourd'hui n'est pas simplement un fait purement historique ou isolé, mais est le produit d'une mondialisation avec des cultures profondes qui sont ancrées, qui font que notre vision et nos pratiques de la ville, de l'architecture sont différentes selon chaque pays, mais avec une force, j'ai l'impression de raconter un peu, de me perdre un peu, mais avec une force, disons, commune qui fait que les résultats ou la ville telle qu'elle existe aujourd'hui est le fruit en grande partie du XXe siècle, et que il y a beaucoup de concordance entre ces éléments physiques. Et donc en fait on a fait travailler 6 architectes français, 6 architectes japonais de manière croisée sur à la fois quelles étaient leurs approches de l'architecture et quelles étaient leurs idées communes. Et les architectes japonais ont travaillé sur Paris, les architectes français ont travaillé sur Tokyo. Donc on a organisé différents workshops, un à Paris, un à Tokyo, enfin sur plusieurs séquences. Pour le moment, mon travail, c'était plutôt un travail curatorial qui était un peu spontané, disons, qui s'est fait par un peu la contingence de certaines choses. C'était un projet, tout est parti d'un projet. L'idée de monter le projet, moi je rentrais du Japon, j'avais rencontré donc Shinichi au Japon, on avait parlé de monter Kenshiko Architecture, donc on l'a vraiment monté ensemble. Et mon rôle, en fait, mon activité, c'était d'abord de trouver un réseau, en fait, pour pouvoir le monter. Et par la suite, c'est devenu très progressif. Il a fallu, pour pouvoir monter ce projet à Paris, en tout cas, créer une structure. Donc, on a créé l'association RAD, dans l'idée de se mettre un peu en réseau, de ne pas faire un truc à côté, mais de continuer à prolonger le travail que faisait RAD au Japon. Et donc par là, je suis devenu président de cette association qu'on a montée. En fait, c'est une association, on est deux, hein, Hitomi Tamura et moi-même. Et donc à la fois, ce qu'on fait, c'est monter le projet, trouver les financements, convaincre donc les différents partenaires pour pouvoir le monter, et donc l'organiser. Et donc ce qui fait qu'en fait c'est un projet qui est tellement je parle vraiment de projet parce que tout est vraiment parti de ça.
Et mon statut aujourd'hui, enfin mon statut, mes activités, c'était de un peu de tout faire. C'était en même temps d'être curateur, mais aussi d'être le financeur, d'être, enfin, celui qui trouve l'argent, celui qui va aussi chercher les photographes, d'être scénographe. C'est aussi un travail collectif. Mais c'était plutôt d'être impulseur, je dirais. En fait, c'était un peu le mot. Enfin, vraiment, s'il y a un mot, c'est impulseur. Et après, trouver les équipes pour pouvoir monter un projet comme ça. Mais d'être impulseur et aussi responsable de sa réalisation. Alors le truc de ce projet de Kenchiku, c'est qu'il n'y a pas eu forcément de... Moi j'avais une idée en tête en fait, c'était par rapport à un sujet qui m'a toujours intéressé, c'est pourquoi je suis allé après au Japon, c'est pourquoi j'ai travaillé au Japon, qui était en me disant, peut-être que les architectes japonais peuvent donner une vision particulière du pavillonnaire en France, puisque c'est un petit peu leur pratique quotidienne. En tant qu'architecte, les architectes japonais donc, sont souvent amenés à travailler sur des petites parcelles, des extensions, repenser une maison, tout ça. Donc je m'étais dit, moi au départ, quand j'avais fait Kenchiku, c'était d'imaginer que les architectes japonais puissent travailler sur ce territoire-là et tenter d'ouvrir un peu l'esprit. Il s'avère que voilà, dans le projet collectif, c'est pas forcément une idée, peut beaucoup évoluer. Ce qui a été énormément le cas en fait sur Kenchiku. Et donc quand on a fait venir les architectes aussi donc français, l'échange en fait a donné lieu plus à une sorte de choses où on n'avait pas forcément à la fin d'objectifs clairs, il n'y avait pas de réelles retombées attendues, si ce n'est que la volonté c'est d'avoir une réflexion commune et de réfléchir à ce que ça pouvait donner. Donc en fait tout était fait sur les résultats étaient liés à ce qui allait se passer dans les workshops, à ce qui allait se passer dans l'échange. Donc l'échange, ça a aussi consisté à visiter des lieux avec les architectes et aussi beaucoup les faire échanger entre eux. Sachant qu'on avait créé donc, des groupes, des pairs d'architectes selon ce qui nous semblait être leur affinité. Et ce qui s'est avéré en fait beaucoup plus puissant que ce qu'on pensait. Et donc la finalité, en fait, elle est venue un petit peu par, disons, naturellement, ou en quoi sans chercher un but en tant que tel, si ce n'est celui d'échanger et de comprendre. Et à partir de là, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, et l'ouverture a été beaucoup plus grande que moi, ce que je pouvais penser à l'origine, en fait. L'objet de l'association RAD, c'est de promouvoir, donc c'est à la fois de promouvoir la culture architecturale, c'est de participer aux échanges, créer aussi, promouvoir la culture française à travers le monde. Et ça, c'est une question aussi de statut qui nous a permis aussi d'ouvrir le champ des financements et tout. Ça faudra le couper après. Et les statuts, après je l'avais fait, mais ça fait tellement longtemps parce que je m'en souviens pas très bien. Mais grosso modo, le but de RAD, c'est de mettre des gens ensemble pour faire travailler des gens ensemble sur des sujets et essayer de défricher des choses qui aujourd'hui sont un petit peu explorées, ou en tout cas qui peuvent l'être, mais d'avoir un vrai impact aussi avec l'économie telle qu'elle est réelle. Et de penser l'architecture, la ville, un petit peu différemment via les gens qui la font. Mais le but c'est d'animer aussi une forme de réseau de différents, qui ne soient pas que des architectes, mais autour de sujets centraux, donc avec différents intervenants. D'arriver donc à soit des publications, soit des expositions, mais aussi à faire des projets, à monter des projets réels. Alors au sein de la UC, je suis donc chef de projet, je travaille sur chef de projet. Je travaille sur le projet Lyon-Part-Dieu depuis 4 ans, et qui est un projet sur lequel, en fait, c'est un gros projet urbain, qui consiste en 3 mots, à réinventer un quartier qui existe déjà, qui est déjà occupé,
et donc à travailler sur tous les outils possibles pour le faire. Donc en même temps qu'il s'agisse de faire des faisabilités, de faire de repenser l'espace public, d'inventer donc des dispositifs tels que ce qu'on appelle des socles actifs, donc qui sont des rez-de-chaussée enfin des rez-de-chaussée pas forcément commerciaux, mais de 7 mètres sous plafond sur tous les nouveaux bâtiments. Et donc moi, ce que je fais, donc je coordonne à la fois l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc c'est un gros groupement, il y a 12 bureaux extérieurs à l'AUC, donc que ce soit des économistes, que ce soit programmistes, que ce soit éclairagistes, paysagistes, tout finit en liste en fait. Et puis donc je coordonne donc l'équipe sur le projet, et en même temps je suis en charge des espaces publics et de tous les sujets qui s'occupent par exemple de la modification du PLU, la voirie pour donc l'espace public en tant que tel, mais donc sa reconfiguration. Il y a d'une part donc l'AUC qui est un travail plus opérationnel, donc qui est vraiment avec une maîtrise d'ouvrage. Disons que moi j'ai l'impression quand je suis à l'AUC que c'est presque une sorte de master 8, de master 9 en fait, au fur et à mesure que j'y suis, c'est-à-dire j'apprends beaucoup sur la manière dont les choses se passent en réalité. Tant en termes juridiques qu'en termes opérationnels, que le rapport avec les investisseurs, quand on va à des réunions donc avec les promoteurs, la manière dont ils présentent leurs projets, l'économie aussi d'un projet, comment se passe voilà, l'économie d'un bâtiment, la manière dont l'investisseur arrive, et puis finalement la phase de livraison. Donc ça, c'est extrêmement formateur. Et donc ça me permet d'avoir une vision sur tous les mécanismes opérationnels qui fabriquent la ville. Et d'autre part, sur RAD, moi j'ai aussi des projets en tête, donc je vais parler de domesticologie, qui est l'idée de s'intéresser plus, et vraiment en fait de manière un vrai focus sur le pavillonnaire comme un vrai territoire potentiel de projet urbain, mais qui aujourd'hui n'est pas du tout exploré, n'est pas du tout exploité. Et donc ça me permet en même temps de me positionner, de comprendre à travers cette expérience à l'AUC les mécanismes qui pourraient être déviés pour ce genre de projet par exemple. Et donc l'avantage c'est que c'est à la fois avoir un pied dans la réalité et un autre pied qui est RAD, qui permet aussi donc d'alimenter des projets et de réfléchir à partir de cette expérience pratique à comment on pourrait vraiment modifier certaines choses, repenser certaines manières de faire. Et je pense donc au projet domesticologie qui va être porté par RAD. Quels sont, en fait, comment on peut utiliser les mécanismes, moi, que j'ai appris donc à l'AUC, et les dévier sur du pavillonnaire, par exemple. Et donc, c'est à la fois du mécanisme urbain, c'est du montage, comment l'institution, la collectivité se fabrique du projet urbain, et comment, par exemple, le projet, moi, sur lequel je travaille, de Depardieu, où donc il s'agit de fabriquer la ville sur la ville. Comment certains dispositifs peuvent être repris pour d'autres projets et les faire différemment sur d'autres sujets. Donc c'est un petit peu ça moi que je vois comme pont entre les deux pratiques. Et après je pense que voilà, c'est des choses qui vont se développer dans les mois, dans les années à venir. Mais qui est vraiment une alimentation très importante intellectuellement de RAD en fait, personnellement. Je pense que le métier d'architecte aujourd'hui, il est un peu obsolète. Enfin,
il y a à la fois en fait une réalité concrète qui est celui de dessiner un bâtiment, de l'amener, de le livrer, enfin de le concevoir jusqu'à sa livraison, qui est voilà, le métier de base de l'architecte tel qu'il est pensé. Après, moi, la réflexion que je me suis beaucoup posée, c'était notamment par rapport à une phrase de Rem Koolhaas, parce que donc ayant un petit peu travaillé sur le Japon, qui parlait du Japon comme une non-western modernity, donc une modernité qui n'est pas occidentale. Donc je me suis posé beaucoup la question de qu'est-ce que signifie la modernité, et en y réfléchissant, donc les historiens, la modernité, en architecture, souvent quand on parle de modernité, on parle ça commence dans les années 30, enfin 20, 30, et puis son apogée, c'est dans les années 60-70. Les historiens, la modernité, ça commence à la Renaissance, à peu près, donc pour les historiens généralistes, ça commence à ce moment-là. Et le métier de l'architecte coïncide avec la naissance, avec la Renaissance, et donc avec la naissance de la modernité définie par les historiens. Et en quoi moi je me suis posé des questions, c'est le Japon. Je trouve que c'est un vrai miroir en fait de l'Occident, en tout cas qui a une croissance économique parallèle, mais en même temps avec des fondamentaux qui sont radicalement différents. Et le métier de l'architecte, par exemple, au Japon, n'existait pas, n'a jamais été conçu de la même manière, c'est-à-dire que ça a été un métier qui a été importé par l'Occident. En 1868 avec l'ère Meiji. Donc le mot même architecture a été inventé à cette occasion. La structure, donc ceux qui faisaient les bâtiments auparavant, c'était une structure qui était relativement, en tout cas sur le papier, équivalente à la structure en Occident avant la Renaissance, c'est-à-dire au Moyen-Âge, c'est des corps de métier qui ensemble concevaient un bâtiment. Donc le métier d'architecte, pour revenir à ça, donc cette question de la modernité, le métier de l'architecte est profondément lié à l'époque de la modernité. Et la modernité, il me semble elle a connu son apogée, elle a connu finalement sa floraison au maximum au moment des grands ensembles, au moment où en fait le principe de la Renaissance, le principe de l'architecte, c'était de dessiner le territoire, de le contrôler et d'être au service d'une entité claire, d'un pouvoir, et donc de dessiner pour ce pouvoir. Donc c'était une tête pensante qui avait avec son crayon, avec sa main, avec sa tête, concevait un ensemble. L'ère dans laquelle on vit, donc c'est l'ère capitaliste, il me semble, plein d'indicateurs le montrent, est beaucoup plus chaotique. Je crois que c'était Jacques Attali à un moment donné qui disait ça, que l'époque dans laquelle on vit ressemble à une sorte de nouveau Moyen-Âge. Mais le Moyen-Âge, pas d'une manière péjorative, comme on peut souvent l'entendre, c'est-à-dire une période sombre, sale et tout ça, mais un Moyen-Âge extrêmement créatif, mais extrêmement chaotique, avec des pouvoirs qui étaient plutôt dans les villes, qui étaient plutôt des seigneurs, des pouvoirs privés. Et j'ai l'impression, donc ce que disait Jacques Attali, c'est que le monde dans lequel on vit ressemble étrangement à une forme de nouveau Moyen-Âge, donc de période de reversement, de chamboulement, où les pouvoirs ne sont pas vraiment identifiés, où voilà, aujourd'hui on a Internet, on a des colosses comme Google, on a des multinationales, et c'est eux qui finalement aujourd'hui font le pouvoir. C'est plus uniquement une identité extrêmement identifiée. Et il me semble que c'est quelque chose qui remet profondément en cause le métier de l'architecte. Et beaucoup de métiers, je pense aussi des nouveaux métiers, ont réussi à s'adapter à ces contingences. Le business a en fait généré des nouveaux métiers où fait que le design est devenu, l'artisanat est devenu le design, est devenu le design industriel. Et l'architecte, il est encore extrêmement, en fait, c'est la même figure
que l'architecte tel qu'on pouvait le concevoir à la Renaissance, voilà, une figure de la Renaissance, et c'est grosso modo aujourd'hui la même chose. Il a été juridiquement structuré un petit peu différemment, mais en France en tout cas il est toujours sur ce modèle-là. Et il me semble que une des raisons, en fait, une des crises de l'architecture qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la baisse en fait du marché de l'architecture, les architectes qui sont de moins en moins payés, est en partie liée au fait que l'architecte n'a pas su s'adapter à ces nouvelles contingences, alors qu'il a un vrai savoir-faire, que sa formation lui confère énormément de capacités, énormément de plasticité. Sinon, c'est une formation profondément humaniste, c'est pas une formation de commerce, c'est pas une formation Sciences Po, c'est une formation qui en même temps s'intéresse à la technique, et en même temps s'intéresse à la sociologie, donc en même temps très pratique et en même temps très intellectuelle. Et donc ça lui confère une vraie capacité, une vraie compétence qui pourrait mettre à profit dans le monde dans lequel on vit, et donc modifier aussi la manière dont il se conçoit. Et dont il conçoit aussi son rôle par rapport à la société. Et une des raisons aussi pour lesquelles moi j'ai monté RAD, j'ai voulu monter RAD donc avec Hitomi, et donc Shinichi au Japon, c'est cet intérêt pour essayer d'explorer d'autres territoires, d'autres manières de faire, et plutôt que d'être simplement spectateur du monde ou d'être dans l'attente, ce qui est souvent le cas des architectes, d'un marché, d'un appel d'offres, d'un concours, c'est d'aller le créer. C'est d'aller en fait créer les conditions pour que parce que finalement notre finalité, moi c'est un peu comme ça que je la conçois en tant qu'architecte, c'est pas simplement le business, c'est pas simplement faire de l'argent, mais c'est de réfléchir à notre environnement, à la qualité dans laquelle on vit, de réfléchir à des questions sociales, à la manière dont les gens interagissent les uns entre les autres, les uns avec les autres. Et donc il me semble que l'intérêt de ce métier, ce serait de savoir muter, de savoir ne pas simplement être dans l'attente, mais d'aller créer à la fois à la commande. Et par rapport, je pense énormément, mais il me semble que le tissu urbain dans lequel on vit, hormis donc l'héritage, c'est-à-dire tout ce qui est le tissu du XXe siècle, celui du pavillonnaire, celui des grands ensembles, est un héritage dans lequel on a énormément de potentiel, on a énormément de possibilités d'explorer des nouvelles choses. Et que c'est là-dessus qu'on doit essayer de se positionner. Mais pour le moment, la structuration du marché telle qu'elle est faite n'est pas capable ou n'offre pas ces possibilités. Et donc voilà, je pense que le métier de l'architecte en fait est en crise parce qu'il n'a pas su se renouveler, et une de ces voies en fait par lesquelles il peut se réinventer, ou il peut trouver de nouvelles manières de se métamorphoser, passe par l'invention de la commande, et sortir simplement de son carcan dans lequel il est aujourd'hui, de réponse à des concours ou des maîtrises, des marchés qui sont déjà verrouillés à l'avance. Donc en fait, non, je pense que si je reprends l'origine, moi, vraiment, de ces projets, de cette idée-là, c'est qu'elle vient du fait de l'intérêt que j'ai porté à l'architecture. Il est lié à certainement mon enfance, certainement l'adolescence que j'ai vécue. C'est-à-dire que j'ai grandi donc à Palaiseau, qui est dans un pavillon qu'a construit mon père, certainement parti sur catalogue. Et c'était un endroit où il se passait pas grand-chose. Et en même temps avec beaucoup de qualité, maintenant quand j'en parle avec un langage d'architecte, mais beaucoup de qualité, de verdure, même architectural, de paysage. Et ce qui m'a fait intéresser à l'architecture, c'est qu'en fait, quand j'ai toujours rêvé de changer cet endroit. De changer cet endroit dans le sens où je me dis, j'ai envie de garder cet endroit, mais je rêvais qu'il se passe des choses, en fait. Et quand on voyait, en fait, je rêvais d'urbanité.
et pour plein de raisons, je pense. Et donc, ce qui a fait que je suis progressivement allé vers l'architecture. J'ai fait un lycée d'art appliqué et puis c'est venu assez naturellement. Dans le sens où je me dis, moi, ce que j'ai envie de faire en choisissant l'architecture, c'est que j'ai envie ma finalité, c'est que j'arrive à changer cet endroit et cette issue-là, et de dire qu'à un moment donné, dans cet endroit-là, il se passe des choses qu'on n'est pas. En fait, ce que je détestais, c'était aller faire les courses tous les vendredis, une fois par semaine, et au champ, et en fait, que toute la vie de Palaiso ou de quoi que ce soit se passe là-bas, dans cette espèce d'endroit extrêmement générique. Qui était le centre commercial d'Auchan, avec tout ce qui se passait autour, des boîtes, des machins, qui était un endroit où il y avait un haras, il y avait un harem, c'est ça qu'on dit, avec les chevaux. Un haras, je crois. Un harem, c'est un peu différent. Et donc l'idée, donc pour moi, c'est un peu parti de ça, c'est de me dire, mais je supportais pas ça, et je me disais, j'ai envie que la vie, que la vie se passe ailleurs, que ça se passe à côté de chez moi, qu'il puisse y avoir un café, qu'on puisse se retrouver avec mes amis là, qu'on puisse prendre le vélo pour aller quelque part, Et en même temps, ce que je regardais, c'est que tous les projets urbains qui me faisaient rêver à l'époque, en fait, c'était des grands projets. Je rêvais de New York, je rêvais de ça. Enfin, ça me faisait rêver. Et en même temps, je me dis, voilà. Donc j'ai choisi de faire l'architecture pour ça. Et c'est ça qui m'a amené à cette profession. Et finalement, j'avais un peu, on m'a toujours dit un peu, parce que c'est toujours un sujet qui est revenu sans arrêt, dans mes conversations que j'ai pu avoir avec des amis, ce pourquoi moi j'avais vraiment envie de choisir ce métier, et ce pourquoi j'avais envie de le faire. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est l'évolution, de regarder un peu l'évolution, parce qu'après il y a eu différentes choses, il y a eu différentes phases. J'ai découvert le Japon via une exposition qui était Archilab en 2006, où j'ai eu une sorte de choc vraiment culturel très très profond, qui est resté en moi, qui était cette découverte d'une autre école d'architecture, qui n'était pas celle que on enseignait la plupart du temps, qui n'était pas celle des expositions d'architecture en France, où on voyait, en France en général, on voit des maquettes qui sont vue d'oiseau, un 200e, on parle de forme urbaine, on parle de choses comme ça. Ce que je voyais soudainement dans cette exposition, c'était des maisons, mais des maisons qui étaient en même temps profondément urbaines, des petits cafés, des maisons, des grosses maquettes qui parlaient en même temps avec des petites chaussures, donc qui parlaient de choses qui me rendaient profondément sensible, parce que je m'y reconnaissais, parce que je trouvais que ça parlait de l'humain, ça parlait d'échelle humaine. Et donc voilà, c'est un peu cet intérêt pour le Japon, il est né à partir de ce moment-là. Je me dis, mais c'est ça qu'il faut faire en France, c'est de cette manière-là qu'il faut aborder l'architecture. C'est une autre manière, c'est une autre école, et qui en même temps avait toute sa légitimité, parce que c'était quand même à un moment donné le Japon, c'est un grand pays, c'est un pays avec une économie développée. Et puis je trouvais qu'il y avait finalement beaucoup de similarités entre ce qu'on pouvait voir dans les travaux d'Atelier Boho, et puis le potentiel qu'on pouvait voir dans les zones pavillonnaires. Et je me dis, c'est peut-être par là qu'on pourra changer en fait ces zones pavillonnaires, c'est-à-dire c'est un autre langage, c'est un autre vocabulaire de l'urbanisme, c'est une autre manière de penser l'urbanisme. C'est pas simplement des gros blocs, c'est pas simplement de l'architecture à vol d'oiseau, mais c'est de l'architecture à petite échelle, mais qui multipliée par 10 000, 20 000, que sais-je, en fait forme ville, commence à faire ville, commence à faire des lieux en fait de vivre ensemble, pour utiliser ce mot qui est peut-être un peu galvaudé, mais qui a quand même du sens. Et donc c'est un peu ce qui m'a mené à l'architecture, et c'est un petit peu toute l'évolution que j'ai faite depuis les études depuis au sein même des études, où j'ai beaucoup travaillé sur le pavillonnaire dès que l'occasion m'était donnée. J'ai fait mon mémoire sur ce sujet, j'avais fait une première étude aussi sur ce sujet, et en le liant au Japon, et en essayant de montrer comment le Japon pouvait être intéressant dans la manière dont le fonctionnement de la ville japonaise en fait avait beaucoup de corrélations avec le fonctionnement de la ville, la périphérie en fait, ce qui finalement est la ville du XXe siècle.
C'est-à-dire cette ville sans limite, faite de petites parcelles, de grosses parcelles, et qui n'est pas une ville institutionnelle à la Haussmann. Enfin, telle qu'on peut la concevoir en France habituellement. Et en fait, tout ça, ça fait que je me suis dit, c'est finalement intéressant pour pouvoir mener à ça, enfin pour pouvoir aller dans cette direction, de créer RAD, et d'essayer d'ouvrir le champ de recherche, pour essayer justement d'instiller cette autre manière de penser, qui aujourd'hui est tellement verrouillée que si on ne fait que passer par les appels d'offres, que par les concours, c'est pas comme ça qu'on arrivera disons, à changer les choses. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'arriverai à faire ce que j'avais envie de faire, que de changer à un moment donné le palaiso ou le quartier de mon père, ou le quartier, de mon père ou le quartier où j'ai grandi. C'est pas par ces biais là. Et donc je me dis, en même temps, la culture française a beaucoup de qualités. Le système français institutionnel, d'urbanisme institutionnel fonctionne comme ça, c'est ancré profondément dans la culture française. Donc comment on peut peut-être dévier cette culture et essayer de l'intéresser à une autre manière de pratiquer, une autre manière de faire. Et donc un peu, moi ce que je me dis, le but de RAD, ou le but surtout de ce projet domesticologique que je fais donc avec Fanny L'Église, c'est d'essayer d'ouvrir le champ à ce potentiel, de parler d'un autre vocabulaire d'architecture, et de se dire, d'essayer d'aller après intéresser les institutions, les collectivités à cet autre mode opératoire. C'est pas des choses qui sont uniquement... je le fais pas pour moi, en fait. Enfin, je le fais pour moi, évidemment, un peu, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Dans l'idéal, si ça marche, si un jour il se passe que il y a plein de petits concours qui se passent ici et là sur des sujets sur le pavillonnaire, et qu'on n'est pas simplement dans un concours de 1000 m², 2000 m² ou je ne sais quoi, dans ce cas, oui, ça m'intéressera. Mais je serais heureux, en fait, mais que le bénéfice de la profession, il passe qu'à un moment donné, on essaye, via RAD, d'ouvrir un nouveau champ. Et que les fruits ne retombent pas, en fait, que, voilà, quand je dis je le fais pas pour moi, je le fais pour finalement la profession, pour finalement un concours, moi je voudrais bien le faire, mais ce sera peut-être un autre qui va le gagner, mais que c'est ouvrir un champ, en fait, un champ d'activité, un champ économique un peu nouveau, un peu nouveau, différent, et auquel je crois profondément. Et je crois qu'il y a un potentiel qui aujourd'hui est éteint et n'est pas allumé, en fait. Et à partir du moment où, et le but, c'est de l'allumer. Le but, c'est vraiment d'allumer, d'essayer même s'il faut ramer pour obstinément pour y arriver, mais que les bénéfices seront multiples et qui ne seront pas que pour notre pomme, en fait. C'est pour ça que je le fais. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui est un défaut aujourd'hui de la profession, qu'on est sans arrêt en concurrence. Et que c'est difficile de porter un message commun, en fait, aujourd'hui. Et que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de mettre les gens un peu ensemble, et de porter et si on n'était pas sans arrêt en concurrence, on pourrait réussir à monter des choses. Mais bon, après, c'est sûr que c'est un peu un discours qui peut paraître un peu niais ou un peu à l'eau de rose, mais mais je pense que y a quand même des possibilités de bénéfice à la profession dans l'ouverture d'autres choses, d'explorer ce qui est aujourd'hui éteint et qui pourrait devenir, s'il s'allume, plein de potentiel, extrêmement riche en termes aussi économiques. Et voilà, ce que je voulais dire, parce que j'ai un peu perdu le fil de moi-même, c'est le fait que la profession d'architecte, elle a une vraie qualité, dans le sens où elle est, entre guillemets, désintéressée. Qu'elle s'intéresse à autrui.
et que c'est vraiment là une qualité par rapport en tout cas l'image que j'ai des écoles de commerce, qui est quand même, à un moment donné, le but c'est de faire de l'argent, c'est de faire du fric. Et que la formation qu'on a en tant d'architecte, c'est vraiment de s'intéresser à autrui. Et je pense que c'est quand je fais ce projet, ou je pense que quand d'autres architectes, Bimby, ou je ne sais qui, enfin, Bimby finalement je ne connais pas très très bien, je connais le procédé, mais j'ai quand même le sentiment que ça ouvre à d'autres. C'est pas purement égoïste. C'est pas des démarches qui sont égoïstes. Je sais pas si on peut vraiment parler d'un public à cibler ou. C'est pas vraiment un public en fait. C'est plutôt déjà essayer de mettre des forces ensemble qui travaillent différemment dans des domaines différents. Et qui ont peut-être un intérêt commun. Essayer de chercher cet intérêt commun. Le public, il vient en fait un peu après. Enfin, il vient un peu après. Il n'est pas forcément délimité dès le départ en fait. C'est juste que chacun a un petit peu son domaine de compétences, chacun a un peu son marché cible. Et derrière tout ça, en fait, il y a chacun travaille de manière cloisonnée. Et c'est d'essayer de trouver, en fait, des ponts. Et plus que ça, en fait, de trouver finalement des nouvelles cibles. Mais l'enjeu, c'est de les trouver. Et à travers, en fait, cette transdisciplinarité. Mais c'est un peu théorique ce que je peux raconter, mais c'est le public, c'est les habitants, c'est nous, c'est toi, c'est les gens qui vivent dans des pavillons, y a pas, c'est pas une étude de marché quoi en fait, c'est pas y a pas de public visé en fait, c'est pas vraiment cette logique là. Du coup, en fait, c'est plus par intérêt pur, intellectuel, pour la chose en tant que telle. Enfin, pour un sujet en tant que tel. Et après, le public, c'est bon. Après, pour des expositions, c'est des gens forcément un petit peu intéressés et concernés par le sujet. Mais c'est pas, voilà, il n'y a pas de cible comme on pourrait en avoir dans une étude de marché. Je pense que les expositions, en fait, ça ramène à un certain type de public. Et ce type de public est déjà acquis. Enfin, ça dépend du lieu dans lequel on fait, mais c'est déjà un cercle. Donc c'est bien, ça permet en fait de communiquer, ça permet, bon, ça va être les gens, éventuellement, ça peut être des gens dimanche, alors qui viennent en famille, qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des expositions, mais moi je crois pas forcément au médium de l'exposition comme ça va toucher des étudiants, ça va toucher des gens spécialisés du domaine, mais l'exposition est un médium, je pense, qui permet de s'adresser à des personnes, enfin de parler entre spécialistes, entre guillemets, ou entre personnes concernées. Mais je crois peu en fait, au médium de l'exposition comme quelque chose qui peut vraiment changer les choses. Je pense que c'est un moyen de rendre, de montrer une étude, de montrer une recherche, mais c'est pas un moyen Enfin, c'est un outil de communication. C'est un outil de communication et je pense que, par exemple, une publicité a beaucoup plus d'impact qu'une exposition. En fait, voilà, c'est un moyen, c'est un outil aussi pour aboutir à un projet, pour se donner des objectifs. Mais enfin, en tout cas pour moi, dans l'idée, c'est d'aller au-delà de l'exposition. L'exposition, c'est bien, c'est une accroche, mais il n'y a pas voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de simplement m'adresser au cercle, c'est que c'est
que les idées qui sont dans une exposition puissent après vraiment trouver une forme de réalisation, d'exécution, d'effectivité en fait. Mais parce que des expositions, en fait, voilà, il y en a aujourd'hui, je sais pas combien il y en a à Paris. Il y a des choses très intéressantes. Ça alimente, c'est une alimentation intellectuelle. Mais c'est pas une. Voilà, je pense qu'il faut s'en méfier aussi. Enfin, pour moi, l'exposition, c'est pas l'ultime de la réussite. En fait, c'est pas c'est une reconnaissance, une forme de reconnaissance, mais c'est pas la réussite se trouve pas dans l'exposition. Pour moi, en fait, le succès vraiment, enfin, le succès réel, c'est que ça se mette en pratique. Mais alors après, par exemple, je pense Kenchiku, par exemple, c'était une exposition qui était plutôt théorique. Donc c'est un projet, c'est difficile d'en trouver des vecteurs opérationnels. Il y a plein de choses, mais c'est une matière en fait. C'est vraiment une matière à puiser, dans laquelle on peut puiser pour après réfléchir les choses de manière opérationnelle.